Je suppose, en voyant le titre, comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas parler directement de React Native, mais plus de Node.js. Et comme on est en React Native Meetup, je vais parler de Node.js d'un point de vue de développeur React Native. Juste avant de partir sur 20 minutes de Node.js, je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Scander et je suis software engineer chez Theodo Apps, anciennement connu sous le nom de PAM. Et du coup, pourquoi je vais vous parler de Node.js? Parce qu'en fait, qu'on soit développeur back, mobile ou front, du moment où on utilise JavaScript, c'est sûr qu'on utilise Node.js. De manière un peu différente entre les différents frameworks et les différents métiers, mais c'est sûr qu'on utilise Node.js. Et pourtant, on s'y intéresse pas trop. Du moins, personnellement, je ne me suis pas intéressé dès mon premier jour de React Native, mais je me suis intéressé le jour où j'ai eu un bug. Et c'était pas vraiment un bug, mais c'était plus une CI cassée. En fait, ce que je voulais faire, c'est mettre à jour Node de la version 16 à la version 18. En fait, l'incident est apparu il y a un an, et Node.js à l'époque, Node 16 à l'époque était déprécié, et du coup, c'est pour ça qu'il fallait faire la mise à jour. Sauf qu'en faisant la mise à jour, j'étais content, en fait, mon application, elle marchait bien, que ce soit sur Android, que ce soit sur iOS. D'ailleurs, j'allais commit, et au moment du commit, je lance les tests en parallèle, et là, hop, la moitié de mes tests pètent. Et du coup, une mise à jour qui était censée prendre quelques minutes, disons, 1 ou 2 heures, je me retrouve avec la moitié des tests cassés. Et du coup, j'ai abandonné la mise à jour. Et c'était pas compliqué. Mais en parallèle, j'ai essayé de comprendre. Et en fait, pour comprendre, il fallait comprendre qu'est-ce que c'est que Node.js. Et pour cela, je vous invite à un voyage dans le temps. Et en fait, on va partir 15 ans en arrière. C'est l'année 2009. Je pense que chacun la voit comme... ça dépend, je pense qu'il y a plusieurs générations, du coup, l'année 2009 peut être différente pour chacun, mais en fait, c'est une année où on utilisait encore Windows XP et Internet Explorer pour info. Il y avait juste une poignée de gens avec un iPhone 3. Et pour info, Bitcoin a été sorti à la fin de cette année, ce qui a fait des milliardaires. Et en fait, pendant cette année, JavaScript n'était pas le JavaScript de 2024. En fait, JavaScript, c'était juste un langage qui va être surtout lancé côté client, côté navigateur. Et ça, jusque un petit génie du nom de Ryan Dahl décide de faire en fait de JavaScript un langage plus universel. En fait, son idée, c'était de ne plus mettre JavaScript juste dans le client, mais d'utiliser JavaScript aussi pour faire les serveurs. En profiter pour avoir une architecture non bloquante sur les serveurs, parce que ce qui était le cas en 2009 en utilisant les langages de serveurs classiques. Sauf qu'en fait, rappelez-vous que JavaScript était fait pour du web, et surtout pour des navigateurs clients. Et du coup, les besoins étaient différents entre faire du JavaScript pour les serveurs et faire du JavaScript pour les clients. Typiquement, sur le front, JavaScript, c'était surtout pour manipuler le DOM, pour répondre à des événements d'utilisateurs. Typiquement, on a par exemple l'API Document Elemental by IT. Alors que sur le back, il y avait des besoins différents. Typiquement, on a besoin d'écouter sur un corps, de lire sur d'accéder au file system et tout. Et du coup, avec ces différentes contraintes, il fallait architecturer une solution qui va nous permettre d'utiliser JavaScript. Du coup, là, c'est la première contrainte. JavaScript étant un langage interprété, il nous faut un interpréteur. Et du coup, quoi de mieux que l'interpréteur de Google qui est Limit. Ça, c'est la première brique. La deuxième contrainte, c'était de faire du back. Faire du back, c'est faire des opérations système, typiquement accéder au file system.
Et ça, c'est la deuxième brique. Du coup, pour cela, en fait, on va rajouter une brique qu'on appelle Node Binding. Et cette brique, en fait, elle est développée dans un langage, du coup, pour Node qui était C++, qui va nous permettre de faire des opérations système. Et la troisième contrainte, c'était une architecture non bloquante. En s'inspirant de l'event loop de JavaScript. Et cette partie-là, pour cela, on a développé la troisième brique qui est l'IBUB, qui permet de faire des opérations d'input-output asynchrone. Bon, du coup, personnellement, moi, j'adore explorer les codes sources de façon générale de lib. Et du coup, je vous propose d'explorer ensemble le code source de Node.js, juste pour comprendre comment les trois briques interviennent, en fait. Par exemple, en fait, une des API, c'était une des API du coup pour accéder au file system, c'est read file sync sur Node. Du coup, on a la première brique, c'est du JavaScript. Du coup, on a la première partie, ce sera toujours un fichier JavaScript qui est celui-là. Et si on regarde celui-là, on va appeler une fonction qui va appeler une fonction. Tout ça, c'est du JavaScript. Et à la toute fin de cette fonction, on voit un binding.read. Du coup, là, on commence à voir la deuxième brique qui est binding. Juste, hop, on va maintenant passer à la deuxième brique. Allez, hop, faire. En fait, après, une fois on a appelé binding, on passe sur, on va y arriver, sur une partie, du coup, avec un langage, avec le langage C++. C++. Et là, si on va là, hop là. On va tomber sur cette fonction. Je ne sais pas par quelle magie noire cette fonction est appelée quand on passe par le JS. Du coup, tout ça, c'est l'artillerie de Node. Mais on voit bien que c'est vraiment cette fonction-là qui est appelée. La preuve, c'est que le premier argument, hein, c'est LD, le deuxième argument, c'est le buffer. Et si on regarde d'ailleurs, c'est les mêmes qui sont appelés côté JavaScript. Et la troisième brique, c'était lib-UV, du coup. Et on voit là que en fait, ça utilise des types qui viennent de cette librairie. C'était juste une petite présentation du code source de Node que je trouve intéressante. Mais bon, ça ne va pas être déterminant pour la suite de la présentation. Mais bon, je vous parle de Node depuis tout à l'heure. Moi, personnellement, dès que j'ai commencé le dev, Node, c'était vraiment presque très, très populaire. Et du coup, je ne voyais pas Node comme une grande révolution. Mais il faut savoir que vraiment, l'invention de Node, ou la création de Node, du moins, a été vraiment une révolution que moi, je comparais à la découverte ou à la sortie de ChatGPT au niveau dev. Ce qui a façonné tout le marché de développement en faisant en sorte que JavaScript soit un des langages les plus demandés. Et du coup, ça a fait en sorte aussi qu'il y a une petite loi, après, c'est pas une loi vraiment physique ou mathématique non plus, mais c'est une loi qui a été énoncée par Jeff Outwood, un des cofondateurs de Stack Overflow, et qui a dit que toute application qui peut être écrite en JavaScript le sera. Et d'ailleurs, on le voit là, du coup, on fait du mobile avec JavaScript, on fait des serveurs avec JavaScript, on fait même des applications desktop avec JavaScript. JavaScript a conquis le monde. J'ai oublié la slide après, pour être honnête. Ah, ok. Et là, la question, du coup, en fait, c'est que comment nous, développeurs React Native, on interagit avec Node.js. En fait, en dev, généralement, on a trois principales étapes de dev. C'est les tests, build et run. Après, chacun fait les étapes dans un ordre, selon si on fait du TDD ou pas. Mais, du coup, le plus important, c'est que pour les tests, généralement, on passe par une commande jest qui est dans le terminal.
Et encore une fois, JavaScript n'a jamais été fait pour être lancé dans un terminal. Et du coup, du moment où on lance JavaScript sur du terminal, c'est qu'on passe par le JS. Et du coup, soit qu'on fasse du front, du back ou du mobile, pour les tests, on fait une Node.js. Voilà. C'est pas du tout ça les animations, mais bon. Euh, ok. Sinon, pour Build Lab, du coup, comme j'étais spoilé, mais bon, c'est pas grave. Pareil, pour du front ou du back ou du mobile, à un certain moment, on a besoin de construire le bundle JS qui va être lancé derrière. Pour construire ce bundle JS, on a besoin d'accéder au fichier JavaScript de notre repo, accéder au file system et du coup Node.js. Par contre, là où il y a une petite différence entre les trois métiers, que ce soit front, back ou web, d'ailleurs, je dis front, mais en fait, c'est du web. Pardon, ma slide est fausse. La partie front, c'est web. C'est au moment du run. Pour nous, développeurs React Native, du coup mobile, la partie JavaScript, on sait tous qu'elle est lancée sur un interpréteur JS qui est dans le mobile, qui est Hermès. Bon, à l'époque, c'était pas toujours Hermès, mais là, je pense que tout le monde est sur Hermès. Et du coup, pour la partie run, on n'a pas du tout besoin de Node.js. Pour le back, encore une fois, on va lancer une commande dans un serveur distant dans le sein terminal. Du moment où il y a terminal et JavaScript dans la même phrase, c'est qu'il y a Node.js. Et pour le web, écoutez, c'est un peu compliqué. Parce que ça dépend du paradigme que vous utilisez, du CSR, du SSR, des React Server Component ou pas. Mais l'idée derrière, c'est que la partie JavaScript qui va se lancer sur le serveur, c'est du Node.js. La partie JavaScript qui va se lancer sur le navigateur, c'est pas du Node.js, c'est le navigateur qui va lancer cette partie JavaScript. Ok. Là, j'ai fait une longue présentation de Node.js. Et du coup, on peut repartir sur notre exemple de test snippet. Et généralement, quand on a un problème, nous, les devs, on adore faire un exemple minimal pour reproduction. Pour reproduire. Et du coup, pour ce faire, en fait, on a juste besoin d'une application React Native qui tourne avec une stack en Node 16. Juste, je reprécise pour la deuxième fois, Node 16 est déprécié. Mais juste, je l'utilise juste pour reproduire le bug. Et du coup, pour reproduire le bug, en fait, on a aussi besoin d'un composant. Et petite spécificité, le composant, il doit faire un appel API, on va voir pourquoi. Du coup, dans notre composant, on va juste récupérer la liste de Pokémon et on va les afficher dans un simulateur, dans un composant, pardon, dans une liste. Jusque-là, ça marche bien, on voit bien sur le simulateur, on voit bien la liste de Pokémon. Trop bien. Et bien on se dit qu'on voudrait bien tester notre composant. Allez, pour ce faire, quoi de plus simple? On va moquer juste l'appel API. Pour ça, moi j'aime bien utiliser Enoch. Et c'était le cas sur mon projet à l'époque. Du coup, on va juste appeler Enoch avec le bon endpoint. On va lui passer deux résultats. Et on va checker que le Pokémon qu'on passe en Enoch est bien présent. Et bah, le test ne marche pas. Et l'erreur, elle est très très claire. Fetch is not defined. Et bah, il a raison, parce qu'en fait, si on tape node fetch node 16 sur Google, on va bien comprendre qu'en fait, node 16 n'a jamais été disponible en node 16, que fetch n'a jamais été disponible en node 16 et que ça a été rajouté en node 18. Et du coup, nous, développeurs JavaScript, on est très généralement habitués à avoir des fonctions qui ne sont pas définies, et pour cela, le réflexe, c'est toujours un polyfill. Du coup, on rajoute un petit polyfill. À l'époque, sur mon projet, on utilisait crossfetch / polyfill. Et là, tout marche bien. Le test passe. Du coup, là, en fait, on se retrouve vraiment à t égale à 0 de mon bug, en fait. C'est vraiment, avant mon bug, tous les tests marchent. Et là, si j'essaie de mettre à jour Node, à Node 18,
et ben, les tests cassent. Je suis content parce que j'ai enfin réussi à faire un exemple minimal de reproduction. Et en fait, on voit que le message d'erreur, c'est plus fetch is not defined. Et là, en fait, si on voit bien, le message d'erreur, c'est qu'il n'arrive pas à trouver l'élément que je lui demande. Et si on voit bien dans le message d'erreur, on voit qu'on a une petite liste de textes, et c'est pas n'importe quel texte, c'est des Pokémon. Et c'est des vrais Pokémon. Et c'est vraiment la même liste qui était sur notre simulateur tout à l'heure. Du coup, c'est comme si le NOC, il ne marchait pas du tout. C'est juste ça. Et à l'époque, je ne comprenais pas du tout. En fait, j'utilise la même fonction et la même lib de mocking. Je ne vois pas pourquoi NOC ne marcherait pas juste en mettant un jour le JS 18. Et pour cela, en fait, pour comprendre cela, il nous faut répondre à 3 questions. Et après, ce sera très simple à corriger une fois les 3 questions. La première question, c'est de comprendre comment NOC marche. Et pour comprendre comment un truc marche, généralement, le README, il est largement suffisant. D'ailleurs, c'est la première section du README de NOC. En fait, NOC, il vient juste se greffer au module HTTP de Node, et, aux fonctions HTTP request et HTTP client request. Et en fait, en se greffant dessus, il peut changer les réponses. Juste pour info, en fait, HTTP, c'est un module natif de Node qui permet de faire des appels HTTP, comme son nom indique. Ok. La deuxième question, ça serait de comprendre comment le fetch qu'on a utilisé pour... Non. De comprendre comment le polyfill qu'on a utilisé pour fetch marche. Pareil, toujours la même technique. Lire le README, première section, hop. Ah, j'ai oublié. En fait, juste pour info, le polyfill qu'on utilise, en fait, derrière, il utilise notre fetch pour polyfill le fetch dans un environnement qui est Node. Et si on regarde la première section du README, on voit bien que, en fait, notre fetch, il utilise le module natif HTTP pour créer le polyfill de fetch. Et bah, là, avec les deux réponses de ces deux questions, on comprend bien pourquoi, en rajoutant le simple polyfill tout à l'heure, on a le test qui a bien fonctionné. Et la troisième question, du coup, c'est de comprendre comment le fetch natif de Node 18 marche. Et bah, là, c'est plus le README, mais c'est les release notes de Node 18 qui nous permettent de le comprendre. En fait, dans les release notes, on voit bien que Fetch, en fait, il se base sur une autre API native de Node, qui est UNDC, qui a été créée, si je ne me trompe pas, pour des raisons de performance pour les appels API. Pour les appels. Et du coup, là, on a la réponse aux 3 questions. Et si on voulait résumer par un schéma, en fait, il y a deux modules natifs pour faire des appels API, des appels HTTP sur Node, UNDC et HTTP. NOC se greffe à HTTP pour faire ses mocks. Par contre, Fetch, en utilisant le polyfill, il va utiliser le module HTTP, mais sur Node 18, il va utiliser UNDC. Et là, avec un petit schéma, on a directement la solution normalement. C'est vraiment de forcer la flèche de gauche à suivre la flèche de droite. Du coup, hop, on va forcer... Oh non, pardon, il manque une petite animation. En fait, on ne va plus utiliser UNDC pour notre fetch, et on va forcer l'utilisation du module HTTP. En fait, ça revient juste à forcer le polyfill, et du coup, c'est juste ça. Vraiment écraser le global.fetch, et pour le forcer à utiliser le module HTTP. Et là, sans aucune surprise, du moins, sans aucune surprise, les tests marchent de nouveau. Et c'était tout. En fait, là, on a trouvé la solution, on comprend à peu près qu'est-ce que c'est que Node.js. Mais juste pour la fin de l'histoire, en fait, quand même, on sait qu'il n'y a pas que Node pour moquer les appels API, il y a aussi MSW. Et avec MSW, on n'aurait pas eu le problème, parce qu'en fait, si on lit le README, en fait, ils font un intercepteur sur Fetch directement. D'ailleurs, en parlant de lib,
Si on revient sur Nock, on voit que sur la V14 bêta, ils rajoutent un petit support de fetch. Et si on regarde l'APR, en fait, ils vont moquer fetch, encore une fois. Ils vont à la place du fetch original, ils vont utiliser notre cher module HTTP. Et là, on le reconnaît bien. Et du coup, là, une fois cela est fait, on arrive à moquer les appels HTTP. D'ailleurs, vous voyez bien que, en fait, dans leur mock de fetch, ils n'écrasent pas du tout, ils n'écrasent pas à 100% le fetch original. Ils l'appellent dans un else. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que sur la même release, le breaking change, c'était d'avoir de ne plus supporter des nodes inférieurs à 18. Parce qu'encore une fois, fetch a été introduit en node 18. Et là, ils font appel au fetch change. Eh bien, écoutez, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez aimé. Et on pourra en parler si vous voulez.